Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous se sont déjà dit « J'aimerais parler comme un natif ». Dis-moi la vérité. Est-ce que tu t'es déjà dit « J'aimerais parler comme un natif » ou est-ce que tu en as déjà rêvé ? Est-ce que tu as déjà rêvé de ne plus avoir d'accent, d'avoir exactement le même niveau en français que dans ta langue maternelle? Est-ce que parler comme un natif fait partie de tes objectifs ultimes en français? Est-ce que tu regardes parfois des francophones natifs parler à toute vitesse, hyper naturellement, et tu te dis que c'est ton rêve de parler comme eux? Si tu as répondu oui, cet épisode est fait pour toi. Je vais commencer par une phrase un peu brutale, mais qui est la vérité et que tu dois absolument savoir. C'est une phrase qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui est essentielle si tu apprends le français. Tu ne parleras jamais français comme un natif. Jamais. Je vais même ajouter quelque chose, je vais aller plus loin. Vouloir parler français comme un natif est un objectif toxique. Alors attends avant de te vexer, reste avec moi. Je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est une libération. Avant de bondir de ta chaise, dans cet épisode, je parle de vouloir parler comme un natif, qui signifie ne plus avoir d'accent et oublier son identité. Donc d'un point de vue du niveau en français pour dépasser le niveau C2. Je ne parle évidemment pas du fait d'utiliser les expressions courantes comme les natifs, ou de ne pas parler comme un livre. Ça, c'est un autre sujet. Ici, je parle bien du niveau, de l'objectif. On gomme notre identité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, parler comme un natif? Cette expression, elle est partout. On la voit sur des pubs sur YouTube, des posts Instagram, des titres des vidéos, et tu vas pouvoir voir des expressions du type « parle français comme un natif en 3 mois ». Ces expressions à connaître pour parler comme un natif. Accent natif garanti avec cette méthode. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire au juste natif? Je te propose de faire une petite balade dans le dictionnaire. Donc selon le dictionnaire Le Robert, le mot natif signifie qui est né dans un tel lieu ou originaire de, donc de naissance. Cela signifie qu'un locuteur ou une locutrice natif ou native est quelqu'un qui a grandi dans la langue depuis la naissance ou depuis le plus jeune âge. Grandir dans la langue peut se faire avec les parents, mais aussi l'école, une nounou, les grands-parents aussi, même si on les voit qu'une seule fois par an. Voilà, c'est être en immersion avec la langue dès le plus jeune âge. Et ensuite, quand on voit l'expression natif, notamment pour le français, je ne peux pas m'empêcher de penser natif d'où? De Paris, de Genève, de Dakar, de Bruxelles, de Montréal, de Marrakech. La francophonie, c'est très très grand. Il y a 300 millions de personnes qui apprennent le français, répartis sur tous les continents, avec des accents, des expressions, des références et des cultures différentes. Donc il n'y a pas un seul français natif, il y en a des milliers de versions et toutes les versions sont valables et acceptable. D'ailleurs, en France, dans les offres d'emploi, écrire qu'un candidat doit être natif, en fait, c'est considéré comme illégal. C'est considéré comme une discrimination à l'embauche. Et oui, et si une personne qui a un niveau B2, C1 peut faire le job et qu'elle est refusée uniquement à cause de ses compétences linguistiques, donc ses compétences en français, elle peut se retourner contre l'entreprise. Ce qu'on peut demander, c'est une maîtrise de la langue avec le niveau. Donc, normalement, on demande un niveau B2 et des capacités professionnelles. Même la loi reconnaît que natif n'est pas une compétence. Alors, évidemment, ça, c'est sur papier. Donc, rien n'empêche une entreprise de ne pas embaucher une personne parce qu'elle n'est pas native et de mentionner une autre raison. Ça, malheureusement, on ne pourra pas le vérifier. Bon, déjà, si une entreprise répond à une candidature alors que le candidat n'est pas sélectionné, c'est déjà pas mal. Parce qu'en règle générale,
les entreprises ne répondent pas quand tu n'es pas le bon match. Alors, j'aimerais parler de mon histoire avec l'apprentissage des langues étrangères. Donc, si tu viens de débarquer dans mon univers, je parle 4 langues couramment. Je parle le français qui est ma langue maternelle et que j'ai appris à la maison. Mes parents parlaient uniquement en français, même si le français n'était pas leur langue maternelle respective. Je m'explique. Ma mère est née en Algérie française, dans une famille arabophone, et elle n'a été scolarisée qu'à l'âge de 6 ou 7 ans. C'est la première personne de sa famille à être scolarisée en français. Et donc, le français est devenu, avec le temps, sa langue dominante, car c'est la langue de son éducation formelle. Et mon père, lui, est belge d'origine flamande. Et lorsqu'il a rencontré ma mère, il parlait pas très bien français. Et donc, il a appris le français avec ma mère. C'est joli, hein, tu vois, comme quoi, même si les personnes ne sont pas natives francophones et qui ont des enfants, les enfants peuvent devenir ensuite des personnes comme moi qui enseignent le français et qui font la promotion de la langue française. Donc le français est ma langue maternelle, donc on parle français à la maison, à l'école j'ai appris le français aussi, et ce n'est qu'après mes 19 ans que j'ai vraiment appris d'autres langues étrangères. La deuxième langue que je parle couramment, c'est l'anglais, donc j'ai commencé à l'apprendre à partir de 14-15 ans, mais c'était à l'école, et donc l'enseignement était catastrophique. Donc c'est vraiment que à partir de 23 ans que j'ai vraiment appris l'anglais, notamment en suivant des cours intensifs à New York, une ville que j'adore. En fait, j'ai une copine qui habitait là-bas et elle m'a dit « Viens apprendre l'anglais chez moi et tu vas en profiter pour venir me rendre visite ». C'était super. Donc c'est vraiment là où j'ai vraiment progressé en anglais. Je n'ai pas appris vraiment l'anglais à l'école, malheureusement. Ensuite, il y a le portugais brésilien que je continue encore à apprendre. Et ça, c'est une des langues dans laquelle je me débrouille le moins bien. Je me débrouille très bien, mais je me débrouille le moins bien. Mais, par exemple, je sais que je ne pourrais pas travailler en portugais. En tout cas, pas encore. Ou si on me demande de travailler en portugais, je sais que je vais un peu galérer. Et ensuite, il y a l'espagnol que j'ai appris à l'âge de 19 ans. Aujourd'hui, je dois avoir un niveau C1, C2. Et j'ai vécu 4 ans en Espagne, à Madrid. Mais je ne suis pas native. Même si j'ai un excellent niveau, et voici pourquoi. Je ne peux pas être native dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Je ne suis pas née en Espagne, je n'ai pas grandi dans un environnement hispanophone, je n'ai pas grandi avec les références culturelles, je n'ai même pas encore aujourd'hui, à 40 ans, les références culturelles qui viennent dès l'enfance, que ce soit les livres pour enfants, les auteurs classiques de la littérature hispanophone espagnole, et après il y a toute l'Amérique latine aussi, les dessins animés, les publicités, les slogans mythiques, les humoristes, les films, les expressions. Il y a plein d'aspects de la langue espagnole que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas. Et ensuite, mon accent, mon chouchou, qui est toujours là et que je ne veux pas et que je ne peux pas perdre. Il fait partie de mon identité et je veux absolument le garder. Et surtout, j'ai compris quelque chose d'encore plus important. Derrière le « je veux parler comme un natif », il y a souvent une envie inconsciente de gommer ses origines. Et ça, c'est non. Jamais. Parler une autre langue, ça ne veut pas renier qui tu es, d'où tu viens. C'est juste t'agrandir et pas te transformer en quelqu'un d'autre. C'est devenir une personne nouvelle avec un nouveau monde qui s'ouvre à toi, mais c'est pas un monde qui s'ouvre à un autre qui se ferme. C'est plusieurs mondes qui s'ouvrent en parallèle. Dans aucune de ces langues étrangères, je n'ai l'intention de devenir native. Car je sais que c'est impossible et surtout, j'ai pas du tout envie. Le niveau B2, c'est largement suffisant. Enfin, pour les autres, il y en a que je parle au niveau C1. J'ai pas envie de plus. C'est très bien. Si je peux me débrouiller, ça me va. J'ai pas besoin de plus. Et il y a aussi des facteurs qu'il faut prendre en compte qui sont très importants. Notamment, le premier facteur, c'est le temps disponible pour étudier une langue. Dans mon cas, moi je travaille, j'ai une vie sociale, j'ai des activités, j'ai des amis, j'ai des voyages, j'ai un métier qui me passionne et donc je n'ai pas le temps de me consacrer uniquement à une langue pour atteindre un niveau extrêmement avancé. C'est probablement ton cas aussi. Il faut aussi prendre en compte le budget. Donc ça c'est le deuxième facteur, apprendre une langue. Si on veut atteindre un niveau avancé, c'est aussi un budget. Parce qu'on ne peut pas atteindre un niveau B2 ou C1 avec YouTube ou Instagram. Je sais que les réseaux sociaux en font la promotion, mais non. Si tu veux atteindre un niveau avancé en français, tu dois parler français. Et pour parler français, si tu n'es pas dans un environnement francophone toutes les semaines,
il faut peut-être envisager de mettre la main au portefeuille et de suivre des cours particuliers, des cours en groupe. Il y a plein d'options qui sont possibles, mais il faut parler français. Le troisième facteur à prendre en compte qui est très important, c'est l'exposition à la langue. Dans le cas de mon portugais, j'habite à Paris et même s'il y a énormément de personnes qui parlent portugais à Paris, mon exposition à la langue est limitée. Et donc pour être exposée beaucoup plus, je devrais me faire de nouveaux amis, avoir plus de temps, participer à plus d'événements, faire beaucoup plus d'activités et honnêtement pour moi c'est pas possible et j'accepte cette situation sans frustration. C'est comme ça. Mon objectif est de continuer à un rythme ultra régulier, même si ça va me prendre 5 ans. J'adore tellement mon prof de portugais que j'envisage pas du tout d'arrêter, même pas d'ici 2 ans. Même si j'atteins un très bon niveau, je veux continuer. Le quatrième facteur qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut minimum 2 ans pour atteindre le niveau avancé. Si tu travailles, tu as une carrière, une vie, une famille, d'autres projets, il te faudra peut-être plus de temps pour atteindre le niveau avancé et encore une fois, c'est pas grave. La plupart des personnes qui écoutent ce podcast ou qui s'inscrivent à mes cours, en fait, apprennent le français depuis beaucoup plus longtemps que 2 ans. Et pour aller plus loin, je te conseille d'écouter ou de réécouter l'épisode 88 dans lequel je t'explique combien de temps il faut pour parler français couramment. Le cinquième facteur qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas de fin dans l'apprentissage d'une langue ou du français. C'est un peu comme le sport, c'est toujours en continu. On n'en parle pas assez, mais l'apprentissage d'une langue est infini. Ça va faire 40 ans que le français est ma langue maternelle et je découvre encore des mots de vocabulaire dans ma propre langue maternelle. Donc imagine pour toi qui es adulte probablement et qui est en train d'apprendre le français. Tu vas continuer à découvrir, à apprendre de nouveaux mots et c'est une bonne chose. Le sixième facteur que j'aimerais partager avec toi, c'est la masse de vocabulaire. Donc une des tentations qu'on peut avoir quand on apprend le français est de vouloir à tout prix s'exprimer aussi bien que dans sa langue maternelle, notamment d'un point de vue vocabulaire, donc avoir un vocabulaire aussi riche en français que dans ta langue maternelle. Je vais te décevoir, encore une fois, mais tu n'arriveras jamais à avoir la même quantité de vocabulaire que tu as accumulé dans ta langue maternelle en français. Tu n'as pas assez de temps dans une vie pour pouvoir rattraper toute la quantité de vocabulaire, mais il y a des cas, il y a des exceptions. Par exemple, si tu as passé beaucoup plus de temps de ta vie dans un environnement francophone que dans ta langue maternelle. Par exemple, tu as 40 ans et tu as passé 25 ans à vivre en France dans un environnement francophone et tu parles français à la maison et au travail. Là, probablement que tu pourras atteindre la même quantité de vocabulaire. Il faut quand même avouer que c'est assez rare. Enfin, c'est pas non plus la norme. Bon, déjà... C'est assez rare d'avoir des personnes adultes qui apprennent le français, qui atteignent le niveau C1, C2. Déjà, rien que les personnes qui apprennent une langue étrangère, c'est quand même une petite partie des personnes en règle générale. Et d'atteindre un niveau où tu passes plus de temps de ta vie dans un environnement francophone, c'est pas la norme. Donc si c'est pas ton cas, c'est pas grave non plus. Et d'ailleurs, j'ai fait toute une formation extraordinaire et super complète au sujet du vocabulaire et uniquement pour les personnes qui écoutent cet épisode, j'ai fait un code promo. Ouais, je sais, c'est de la folie. Je t'offre 40% de réduction avec le lien uniquement qui se trouve dans les notes de cet épisode. Donc pour les personnes qui écoutent cet épisode, il y a moins 40% et le lien est dans les notes. Cette formation, c'est une formation digitale disponible à vie et tu vas découvrir tous les secrets pour apprendre du vocabulaire, augmenter ton vocabulaire et aussi connaître les fausses idées et les erreurs à éviter quand on veut apprendre du vocabulaire en français. À présent, j'aimerais t'expliquer pourquoi vouloir parler comme un natif est un objectif toxique. Je sais que tu as bondu de ta chaise au début de cet épisode. Allons-y. Pourquoi c'est toxique ? On va comparer le français au tennis. Prenons comme exemple, un exemple très concret, très marquant, très facile. Serena Williams. Serena a commencé le tennis à 3 ans. Elle s'est entraînée tous les jours pendant des années. Elle a sacrifié des soirées, des vacances, une partie de son enfance au tennis. Elle a vécu des critiques, de la pression, du stress intense et après son accouchement, elle a été obligée de faire passer le tennis avant sa fille pour devenir la meilleure. Elle a réussi, elle est devenue l'une des plus grandes joueuses de tous les temps. Maintenant, je te pose une question simple.
Est-ce que tu veux vivre ça pour ton français? Est-ce que tu veux la même vie pour ton français? Est-ce que tu veux t'entraîner 5 heures par jour, tous les jours, pendant 20 ans pour ton français? Est-ce que tu veux supporter une pression constante sur ton accent, ton vocabulaire, ta grammaire, tes erreurs? Moi, je la connais la réponse et tu la connais aussi. C'est non. Mais moi non plus. Et c'est normal de pas vouloir ça. Le français, l'apprentissage du français doit être quelque chose d'agréable. Si ce n'est pas agréable, tu ne vas pas retenir et ton cerveau va complètement bloquer. Donc, on ne cherche pas à être des champions olympiques du français. On cherche à vivre, travailler, s'amuser, échanger, se faire des amis, aimer en français. Ça, c'est l'objectif. Et prenons un autre exemple avec l'humoriste franco-britannique qui s'appelle Paul Taylor. Alors je dis franco-britannique, je pense qu'il a obtenu la nationalité française, mais peut-être que je me trompe. Paul Taylor, que je prononce avec mon super bel accent français, il est anglais, habite en France depuis des années, il est marié à une Française, et quand il parle français, il n'a pas d'accent. Alors tu te demandes peut-être comment il a fait, c'est quoi sa recette magique? En fait, il a habité en France quelques années quand il était petit, et donc ensuite il est retourné en Angleterre, et le temps de son séjour en France était suffisant pour que son cerveau assimile les sons en français sans accent. Pourtant, il explique lui-même qu'il est souvent très mal à l'aise avec des francophones natifs, car il ne comprend pas tout. Il fait des fautes et il n'a pas toutes les références. Il n'a pas tout le vocabulaire qu'il a dans sa langue maternelle, donc en anglais. Et il explique avec énormément d'humour que, comme il n'a pas d'accent, mais qu'il ne comprend pas toujours tout, où il manque du vocabulaire, il se retrouve parfois dans des situations où les natifs pensent qu'il est vraiment stupide. Alors, pour les membres du club, j'ai ajouté les liens de ces spectacles et de ces sketchs dans votre espace membre. Allez les regarder, franchement, c'est à mourir de rire. Je vous les recommande. Alors, concrètement, pourquoi vouloir parler comme un natif est un objectif toxique? Il y a 5 raisons. Alors, la première, biologiquement parlant, c'est impossible. Donc, tu n'es pas né dans un environnement francophone. Ton cerveau n'a pas enregistré les sons, les rythmes, les codes dès la petite enfance. Et ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de développement. Tu n'es pas né francophone et ce n'est pas grave, encore une fois. Je ne suis pas né anglophone ni hispanophone et je suis toujours en vie. Et mon anglais est très très bon et mon espagnol aussi. Et c'est exactement ce que je te souhaite pour ton français. La deuxième raison, c'est que tu compares ton apprentissage conscient à ta langue maternelle. Donc les enfants jouent, écoutent, vivent, rigolent, chantent. Toi, tu apprends en travaillant et en analysant. L'apprentissage quand on est adulte est différent de l'apprentissage quand on est enfant. On apprend différemment pour la simple et bonne raison que notre communication est différente. Nos sujets de conversation et nos responsabilités aussi sont différentes quand on est adulte, et donc c'est pour ça aussi qu'on apprend un autre vocabulaire, d'autres types de phrases quand on est adulte. Donc te comparer dans ta langue maternelle et exiger d'avoir la même aisance en français et les mêmes objectifs de perfectionnisme ne vont te mener qu'à une seule destination, la frustration. En troisième point, tu risques de te taire. Donc, à force de vouloir parler français parfaitement, parler français comme un natif, ne pas avoir d'accent, parler super naturellement, super vite, tu n'oses plus parler du tout. Et tu attends d'avoir le bon accent, tu attends de connaître le bon mot, la bonne grammaire, et donc tu ne dis rien. Tu attends d'être prêt ou être prête, et devine quoi? Les gens qui progressent le plus sont ceux qui parlent, qui font le plus de fautes, pas ceux qui attendent. Parce que quand tu attends, tu parles français dans ta tête. Et le français dans ta tête, il est parfait. Mais nous, on veut pas la perfection. On veut que tu puisses, subjonctif, parler français naturellement et avoir confiance en toi, peu importe la situation. Et pour ça, il faut parler. Donc, une grande entrepreneuse américaine que je suis, qui s'appelle Marie Forleo, encore une fois, je prononce avec mon accent, elle dit quelque chose qui peut être appliqué à l'apprentissage du français, c'est « start before you're ready ». Donc, commence avant d'être prêt. Et c'est exactement ça que tu dois faire pour ton français. On n'est jamais prêt pour ce type de projet et c'est jamais le bon moment. Donc, vas-y, lance-toi. Il n'y a pas de bon moment pour commencer. Cet objectif peut te mettre des bâtons dans les roues. Donc, c'est-à-dire vouloir parler comme un natif, ça t'empêche de progresser.
Le quatrième point, c'est que tu nies ton identité. Ton accent, ton style, tes références, ton bagage culturel sont des richesses. Et c'est comme la nature de tes cheveux ou de ta couleur de peau. Ne les change pas. Ils font partie de toi. Ils font partie de ton identité. Comme je t'ai dit un peu plus tôt dans l'épisode, tu ouvres des portes à plusieurs mondes. N'ouvre pas une porte pour en fermer une autre. Laisse toutes les portes ouvertes. Laisse les courants d'air passer entre les langues. C'est super important. En dernier point, le cinquième, à vouloir parler comme un natif, tu oublies que même les natifs font des fautes, évidemment. Donc, les natifs font des fautes d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire. Je fais des fautes aussi. Ils hésitent, ils bafouillent, ils oublient des mots et ce n'est pas ça la perfection. Les plus grosses fautes d'orthographe, d'ailleurs, sont faites par les natifs et je te conseille d'écouter ou de réécouter l'épisode 157 avec ma correctrice Sarah Salquin. Dans cet épisode, elle partage avec nous les plus grosses fautes faites par les Français, les francophones natifs. Et oui, tout le monde fait des fautes. Tout le monde. Alors, il y a quand même un point qui m'agace. Forcément, si je te parle de parler français comme un natif, c'est qu'il y a quelque chose qui me fait... Comment dire ? Oui, qui m'énerve. Exactement, c'est ça que je vais dire, qui m'énerve. Quand j'entends ou quand je vois « je veux parler comme un natif », je ne peux pas m'empêcher d'avoir les yeux qui vont vers le ciel en disant oh, « encore ce truc ». Alors, ce qui m'agace, ce n'est pas que toi, tu veuilles, subjonctif encore une fois, parler comme un natif, atteindre la perfection est toujours un bel objectif. Tout le monde veut être parfait. Mais bon, ça n'existe pas, mais c'est vrai que tout le monde a envie de parler parfaitement, d'être parfait, d'être super beau, d'être super belle. Mais ce qui m'agace, c'est vraiment le marketing. Donc le marketing à la con qu'on peut voir ou qu'on peut entendre. Donc typiquement, parle français comme un natif en 3 mois. Moi, ça, c'est le genre de truc... ça me saoule. Maintenant, en plus, ce qui m'énerve encore plus en ce moment, c'est parle français comme un natif avec l'intelligence artificielle. Non, les enfants. Parler français, ça se fait avec des personnes. Donc oui, ça peut t'aider à pratiquer, mais en fin de compte, tu n'apprends pas pour parler à des robots, tu apprends pour parler français avec des gens. Donc, je n'écoute jamais les podcasts des autres professeurs de français pour la simple et bonne raison que je ne veux pas être influencée par leur contenu et je veux rester authentique. Donc moi, mes idées, ce sont mes idées que j'ai été chercher toute seule en me promenant, en lisant, mais je regarde pas le contenu d'autres professeurs, ça m'intéresse pas du tout. Mais un jour, un élève m'a parlé d'un podcast qu'il adorait que je ne connaissais pas. Donc je me suis dit, allez, je vais faire un tour, je vais faire une exception à ma règle de ne pas consommer de contenu d'autres professeurs. Et je me souviens plus ni du podcast, pour te dire, ni du sujet. Mais le prof, dans son épisode, n'arrêtait pas de dire « tu dois te rapprocher du niveau natif ». Je pense qu'il a dû dire cette phrase au moins 10 fois dans l'épisode. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais en train de faire les courses à Rio et j'étais énervée. Vraiment, j'étais énervée, j'étais saoulée, je me disais mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Se rapprocher du niveau natif, mais ok champion, comment on fait pour se rapprocher du niveau natif? Et du coup, j'ai arrêté d'écouter son épisode parce que ça m'a trop agacée et on ne peut pas se rapprocher du niveau natif. Ça, c'est une connerie du marketing, ça ne fonctionne pas. Ça fait 20 ans que j'enseigne le français, langue étrangère, j'ai formé des milliers de personnes. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était comme un natif, sauf des grandes exceptions du type des personnes qui sont arrivées en France à 10 ans et qui en ont 40 maintenant. Voilà. Donc, le problème avec ce mauvais marketing, c'est qu'il te fait croire que si toi tu n'y arrives pas, donc si tu n'arrives pas à parler français comme un natif ou à atteindre, te rapprocher du niveau natif, comme ce gros con a dit, c'est que tu es probablement stupide et que soi-disant d'autres personnes y arrivent. Non, tu n'es pas stupide. Pas du tout. Et tu peux atteindre le niveau avancé en français, peu importe ton âge et peu importe où tu habites dans le monde. En 20 ans de carrière, donc j'ai rencontré 2 personnes qui pouvaient prétendre avoir un niveau natif, et je pense notamment aux personnes qui sont interprètes, qui font des études hyper poussées pour pouvoir atteindre un niveau très avancé en français. Et 2 personnes en 20 ans, c'est pas beaucoup, hein. Donc tu vois, c'est vraiment pas la norme de se rapprocher du niveau natif. Ensuite, il y a la culpabilité de ne pas y arriver. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Tu peux avoir un très bon niveau en français, donc par exemple B2, C1, être à l'aise en français, avoir confiance en toi en français, parler naturellement en français. Ces objectifs sont totalement atteignables facilement si tu prends et si tu suis de bonnes méthodes.
concentre-toi là-dessus. Sur le même sujet, j'aimerais partager avec toi une anecdote que j'ai jamais partagée nulle part. Mes amis très proches connaissent l'histoire, mais j'en ai jamais parlé ni sur LinkedIn, même pas sur Instagram et encore moins dans ce podcast. Donc c'est assez exclusif. Je t'emmène dans les coulisses de mon école. Et donc il y a une histoire un peu folle avec cette histoire de natif que j'ai vécue il y a quelques années. J'ai reçu une demande de cours particulier à Paris d'un couple, je ne dirai pas de quel pays. Et donc, j'arrange les cours, donc l'heure du premier cours, le lieu, je trouve la prof. Ils étaient censés commencer un lundi. J'annonce donc aux clients que ce sera une certaine prof qui va s'occuper d'eux. Et donc, j'annonce le prénom de la prof. Et c'est là, avec le prénom de la professeure, que la conversation a pris une tournure totalement folle. Bon, ça a tourné au vinaigre, hein. Donc, je me permets de préciser que le prénom Yasmine, ce n'est pas un prénom français courant. En général, dans 99 ou 99 pour les Suisses et les Belges, des cas, quand une personne s'appelle Yasmine, en France ou en Belgique, c'est qu'il y a un des parents d'origine arabe. Au moins un. Arabe, maghrébine, Middle East, Moyen-Orient. Donc 99%. Les personnes qui appellent leur fille Yasmine et qui n'ont pas d'origine arabe, c'est des originaux. Mais sinon, il y a toujours quelque chose. Donc, ces échanges de mails se font avec moi, signé Yasmine, hein. Et la professeure qui allait s'occuper d'eux, elle aussi, elle a des origines maghrébines. Et j'ai modifié son nom, volontairement. Et donc, je vais l'appeler Yasmina. Donc, c'est comme mon prénom, mais avec un A. Mais elle s'appelait pas Yasmina. Et donc, la cliente, parce que c'est elle qui est changée pour le couple, revient vers moi quand elle découvre qu'elle s'appelle Yasmina. Et elle me dit, j'ai quand même un sacré doute sur le fait que cette professeure soit native avec un prénom comme Yasmina. Je fais, what? Qu'est-ce que c'est que ça? Et pour les membres du club, je vous ai mis sur la transcription l'échange. J'ai fait des captures d'écran. Je garderai toujours cet email pour un exemple. Donc, pour les membres du club, allez voir votre transcription. J'ai mis les échanges d'emails. Ils sont en anglais. Et donc, elle me demandait si Yasmina était française, car avec un nom comme ça, ça lui semblait étrange. Et qu'elle disait qu'elle avait du mal à croire qu'une femme qui s'appelait Yasmina avait au moins un parent natif. Bon, déjà, c'est quoi un parent natif? Regarde, moi, mon père, il était pas natif à la base, hein. Mon père, il a appris le français avec ma mère. Donc, ça veut rien dire ce qu'il raconte. Bref, passons. Ensuite, elle continue son message en disant que, du moins, si un de ses parents n'était pas né en France, ou si sa mère n'était pas née en France, elle n'était pas native. Ok. Et elle termine son mail en disant, est-ce que vous pouvez me dire en quoi elle est native? Bon, tu penses bien, enfin pour ceux qui me connaissent un petit peu, qui me connaissent personnellement, qui ont déjà suivi des cours, ou qui connaissent mon podcast, je n'ai évidemment pas donné suite, parce que je veux bien aider les gens et éduquer les gens, mais je ne peux pas éduquer des racistes, ça c'est pas possible. Donc, en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable d'école, en tant que fondatrice d'école, une de mes responsabilités, c'est de ne pas envoyer mes professeurs travailler avec des clients comme ça. Donc oui, on perd de l'argent, mais c'est pas grave. Moi, avoir de l'argent de raciste, c'est pas possible. Ça fait partie de mes responsabilités, mais ça fait aussi partie de mes valeurs. Et donc, évidemment, c'était peut-être une de mes premières fois où je fais face à ce genre de situation, mais c'était pas ma dernière, malheureusement. Il y a cette croyance que pour être natif, il faut être blanc, aux yeux bleus et s'appeler Céline. Bon, désolé Céline, pour les Céline qui écoutent ce podcast, ça n'a rien contre vous, personnellement. Mais on peut s'appeler Yasmina et être une excellente professeure de français. On n'est pas obligé d'avoir un prénom qui sonne français pour enseigner le français et être natif. Une autre fois, en été, un père de famille qui habite dans la Silicon Valley, mais qui n'est pas d'origine américaine, il était immigré, j'insiste là-dessus, et il voulait que ses enfants suivent des cours de français pendant qu'ils étaient à Paris. Ok, jusque-là, pas de problème. Bon, au téléphone, il était convaincu que ses enfants étaient des prodiges, hein. Malheureusement, comme beaucoup de parents pensent que leurs enfants sont hyper intelligents. C'est ce que mes parents aussi ont pensé de moi, hein, mais j'étais une très mauvaise élève. Et donc, il disait oui, mais mes élèves ont un très très bon niveau, ils apprennent à l'école et ils savent même écrire des essais en français. J'envoie la professeure qui les rencontre et elle fait un diagnostic de leur niveau et le diagnostic était mauvais. Donc, premièrement, les enfants n'avaient pas du tout envie d'apprendre pendant leurs vacances à Paris. Franchement, ça les faisait chier d'être là. On voyait bien que c'était le père qui voulait que les enfants prennent des cours, mais eux n'avaient pas du tout envie de suivre des cours. Et deuxièmement, ils n'avaient pas le niveau. Donc, ils n'avaient pas le niveau pour écrire des essais. Je ne sais pas d'où le père a pu imaginer que ses enfants écrivaient des essais, mais la professeure était formelle. Ils avaient un niveau A1. Et donc, quand c'est comme ça, le père, il s'est vexé. Alors que bon, je connais très bien ma prof. Si la prof dit qu'ils ont un niveau A1, ils ont un niveau A1. Ça, j'en suis certaine. Aucun doute là-dessus.
Et donc, en fait, le père se vexe, m'appelle au téléphone et il me dit, attention, she's not even French. À moi, Yasmine, Yasmine Le Cire, qui est des origines et tout ça, et il me dit, à moi, she's not even French. Autant te dire que mon sang, il a fait qu'un tour, et je l'ai envoyé à la gare illico presto, après il a essayé de passer en direct chez la prof. Enfin, le mec, c'était un connard, en fait, tout simplement. Des clients comme ça, c'est très très rare, mais quand il y en a, mon Dieu, ça te fait perdre un temps fou. Bon, maintenant, les clients qui viennent dans mon école, bon, déjà, ils connaissent mon podcast, mais je les scanne. Donc, ce genre de touristes, ça n'existe plus, ça c'était avant le Covid et tout ça. Donc, j'en profite quand même pour rappeler que le français est parlé dans tous les continents. Il y a des natifs de toutes les origines et que si apprendre le français avec une personne qui a un prénom arabe comme Yasmine ou Yasmina, ou que tu veux apprendre uniquement avec des personnes blanches, ça s'appelle du racisme et en France, c'est puni par la loi parce que c'est un délit. Alors, c'est bien beau de dire que vouloir parler comme un natif, c'est un objectif toxique. Mais à présent, qu'est-ce qu'on fait? Et t'as bien raison de te poser la question, qu'est-ce qu'on fait? On vise donc le niveau B2 et C1 qui sont tous les deux des niveaux extraordinaires pour être autonome, indépendant, libre, parler français sans réfléchir naturellement avec des francophones natifs. Donc si tu connais pas encore ton niveau, je t'ai laissé un test de niveau gratuit dans les notes de cet épisode et je t'invite à partir de maintenant à te concentrer sur les points suivants pour ton français. Concentre-toi sur la prononciation et la clarté. Attention, la prononciation, c'est hyper important en français et avec les francophones natifs, surtout à Paris, par exemple, car les francophones natifs n'ont pas l'habitude d'entendre du broken French. Ils sont assez intolérants. S'il y a un mot qui est pas bien prononcé, ils vont faire est-ce qu'on comprend pas, là. Donc, il faut faire très attention à la prononciation des mots parce que malheureusement, les francophones natifs en France, en tout cas, sont moins habitués à écouter du français qui est approximatif, contrairement aux anglophones. Et contrairement, par exemple, en Belgique. En Belgique, les francophones sont habitués à entendre un français approximatif parce qu'il y a des néerlandophones qui parlent un français parfois qui est pas extraordinaire. Et c'est très bien. Et les personnes francophones arrivent et font l'effort de comprendre les autres. Ce n'est pas le cas en France. Attention. Vise l'autonomie pour être indépendant dans ta communication. Même si ce n'est pas parfait, c'est pas grave, essaye d'être autonome, indépendant. N'oublie pas que la communication, c'est aussi un des points les plus importants quand tu apprends le français, donc de pouvoir échanger sur des sujets variés, parler naturellement, sans réfléchir. Tu peux le faire même si tu n'as pas un niveau natif. Comment c'était quoi encore l'expression? Se rapprocher du niveau natif. Oh là là. Oh, quand j'y pense. La spontanéité, évidemment, pour parler français naturellement, sans réfléchir, et ça, il n'y a pas de secret. Pour parler français avec spontanéité, tu dois parler français régulièrement. Je le dis très souvent et je le répète, si tu ne parles pas français au moins une fois par semaine, tu es en train de perdre ton temps et tu n'es pas en train de travailler tout ce qui est parler spontanément, parler sans réfléchir, parler naturellement. Et le dernier point, le plus important, faut que ce soit chouette. Il faut que ça te fasse plaisir. Il faut que ce soit agréable. Et essaye de trouver des activités qui te feront parler français, qui te feront pratiquer ton français, que tu aimes bien. Donc on vise le niveau B2 et C1. Voilà. Et en plus, ces niveaux vont te permettre de travailler en français ou en France, d'étudier dans des universités francophones en France, Québec, Belgique, Maghreb, Maroc et tout ça. Tu peux voyager, te débrouiller, tu peux te marier en français si tu veux, si c'est ton rêve, pourquoi pas. Tu peux créer du contenu et à partir du niveau B2, C1, imaginons que tu as ton amoureux ou ton amoureuse qui a envie d'apprendre le français, qui ne parle pas du tout français, tu peux commencer à l'enseigner à ton niveau. Tu as le droit, je t'en donne l'autorisation. Alors tu peux atteindre tout ça, parler naturellement, parler sans réfléchir, et avoir confiance en toi quand tu parles français, mais je ne crois pas que tu puisses le faire toute seule. À un moment donné, si tu veux atteindre le niveau avancé en français, tu dois être accompagné. Je le dis toujours, c'est un budget, mais trouve un bon cours, un professeur expérimenté, l'expérience. Alors ça, c'est un point. Il y a des plateformes qui ont poussé comme des champignons et c'est des plateformes qui ubérisent complètement les professeurs. Moi, je suis archi contre, je vais pas les citer. Le problème avec ces plateformes, c'est que tu as beaucoup d'amateurs. Avoir un professeur amateur pas cher, c'est payé 2 fois. Tu choisis. C'est ton portefeuille, c'est pas le mien. Donc n'oublie pas non plus de chercher des méthodes structurées et trouver des occasions de parler. Parle français au moins une fois par semaine. Peu importe, club de conversation, cours particuliers, échange linguistique,
table de conversation. Il y a plein d'opportunités pour parler, mais malheureusement, c'est toi qui dois faire la démarche pour le faire et tu dois absolument parler. Et ça demande un budget. Ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, c'est un investissement sur une compétence pour la vie. N'oublie pas que apprendre le français, investir dans ton français, c'est une ligne que tu peux rajouter sur ton CV. Et tu pourras, et je l'espère, et je te souhaite, si c'est ton cas, travailler en français, pourquoi pas. Alors, en conclusion, tu dois parler français comme tu veux, pas comme un natif. Donc, oublie le « je veux parler comme un natif », mais vise plutôt « je veux parler comme moi, avec ma voix, mon parcours, mon accent » et utiliser des expressions que les natifs utilisent, utiliser des phrases, avoir des intonations, parler naturellement comme les natifs, mais pas oublier ton identité, ne pas oublier d'où tu viens et ne pas oublier que apprendre une langue, ce n'est pas fermer une porte à l'autre. Apprendre une langue, c'est ouvrir une porte à l'autre. Donc, tu as deux mondes qui s'ouvrent en même temps. Ton accent est beau, ta progression est admirable et ton courage extraordinaire. Tout le monde n'apprend pas le français. Si c'était facile, tout le monde serait polyglotte, tout le monde serait francophone. Tu n'es pas là pour être parfait ou parfaite, tu es là pour vivre en français. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Il y a plein d'informations aujourd'hui. J'espère que cet épisode va t'aider à déculpabiliser si tu n'as pas encore atteint ce foutu niveau natif qui n'existe pas. Profite de ce voyage de l'apprentissage du français qui est magnifique. Vise les niveaux B2, C1, c'est largement suffisant. Et pour les membres du club, on va continuer cette conversation, comme je l'ai dit au début de l'épisode, qui fait couler beaucoup d'encre. Donc je vous donne rendez-vous ou sur Discord ou dans votre espace membre, au même endroit où il y a les transcriptions. Salut! Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!